14 étoiles pour 14 morts de Jean-Louis Nogaro, nouvelle issue du recueil Vive la Commune aux éditions du Caïman. Fait historique romancé. 16 juin 1869. 5 jours que la grève avait commencé. Partie de Saint-Étienne, elle s'était étendue dans la région pour arriver jusqu'ici, au puits de la Ricamarie. Et sûr qu'on n'allait pas se laisser faire. Quand même, ça n'allait pas les tuer, ces messieurs, de nous donner les 8 heures de travail par jour. Bien sûr, ils ne savaient pas ce que c'était, eux, de passer des 11, 12, parfois 13 heures au fond, pour 100 sous par jour. Une fois que tu avais acheté ton vin, et il en fallait pour supporter cette poussière, il ne restait presque plus rien. Ici, plus le moindre bout de charbon ne partait pour les aciéries, même s'il se trouvait des renards pour aller travailler. Les camarades faisaient bonne garde contre la troupe, appelés en renfort par les patrons des compagnies minières. Ça ne manquait pas les échauffourées. Mais on tenait bon. Ce matin du 16, j'aurais dû aller prêter main forte au puits de Vilaine. Mais une saltoux m'avait cloué à la maison. Enfin, la maison. C'est Eugène, le père, qui a pris ma place. Et puis il y a eu des cris. Des gamins, je crois. « Ils les ont arrêtés! Ils les amènent en prison, à Saint-Étienne !» Les gens sont sortis. Les nouvelles allaient bon train. La troupe avait arrêté les mineurs qui gardaient de Vilaine. « Tous au brûlé !» ça criait maintenant. « On va les arrêter !» Ça s'est mis à courir dans tous les sens. Des hommes, des femmes, des gosses. J'ai suivi le mouvement. À mon rythme. Les poumons. Le chemin du brûlé, c'était le bon endroit pour stopper ces canailles. Un chemin entre deux talus bien pratique s'il fallait leur jeter des pierres. Mais ça s'est pas fait comme ça. Il y en a qui ont dit que les soldats avaient pris peur. D'autres ont dit que la société minière leur avait donné autant de vin qu'ils pouvaient en boire et qu'ils ne savaient plus ce qu'ils faisaient. Ils ont tiré sur la foule. J'ai tout vu en arrivant. 13 morts. 11 hommes et une femme. Et un bébé de 16 mois. Le lendemain, il y en a eu un 14e qui est mort de ses blessures. Ils en ont parlé dans les journaux. Ceux d'ici comme l'éclaireur stéphanois. Mais aussi dans les journaux de Paris. Ils ont dit le nom du capitaine. Gosserand. 1870. Après ça, j'ai pas pu retourner au fond, à cause des poumons, mais surtout à cause d'autre chose, la rage. Pour continuer à mettre un peu de quoi manger dans la marmite, j'ai donné la main à un marchand de vin. Ça manquait pas à la Ricamarie. Et puis, surtout, je me suis intéressée à la politique. L'empereur, tout ça, ça ne m'avait jamais bien intéressé. Pas le temps et trop fatigué. Mais là, quand même, surtout qu'ils ont remis ça, les salauds. En octobre, à Aubin, dans l'Aveyron. 17 morts cette fois. Pendant que le capitaine Gosserand recevait la Légion d'honneur. J'ai commencé à me rendre régulièrement à Saint-Étienne, rue de la Vierge, l'un des clubs républicains les plus influents, et le plus radical surtout. Après les journées de boulot, discussions, engueulades, discours, moi je ne mouftais pas assez instruit, mais j'écoutais tout et essayais de comprendre. Enfin, les grandes lignes quoi. Il n'y avait pas à dire, ces types qui n'avaient pas dû se salir beaucoup au chagrin, ils savaient mieux parler de la populace qu'on n'aurait jamais pu le faire. Ma conviction était faite. Moi, simple ouvrier, j'allais pas pouvoir faire avancer les idées, mais je pouvais faire beaucoup plus. Quand les Prussiens ont chopé le neveu, j'ai d'abord cru qu'on tenait le bon bout, qu'on aurait fini avec cette engeance impériale. Mais ça ne s'est pas passé comme on l'espérait. Alors oui, la République a été proclamée le 4 septembre 1870. On a eu un nouveau maire, et même un des nôtres, César Bertholon, comme préfet. Mais on n'était pas sorti des soucis. Si l'Empire était bien passé aux oubliettes, la guerre n'en était pas finie pour autant. Empire ou République, les Prussiens, eux, ils ne voulaient pas savoir. Le 12 septembre, Bertholon proclame la patrie en danger et commence à enrôler pour renforcer la garde nationale. Le maire lance un emprunt pour l'armement de la ville et organise l'embauche de 350 ouvriers pour produire plus de cartouches encore dans les manufactures de la ville. Pensez donc, il fallait en faire jusqu'à 50 000 par jour. Mais cette putain de guerre qui n'en finissait pas provoqua la plus grosse crise économique qu'on avait jamais vue. Des milliers d'ouvriers se sont retrouvés au chômage. Quant à ces salauds de bourgeois, pour organiser la défense et relancer l'économie, la mairie avait fait ses calculs. Il manquait 1 500 000 francs. Pour les trouver, il n'y avait qu'une solution, lancer ce fameux emprunt. Eh bien, vous me croirez ou pas, au bout d'un mois, le tiers n'était toujours pas atteint. Et pourtant, il y en avait de l'argent en ville. Si Saint-Étienne était une ville d'ouvriers, c'était bien qu'il y avait des patrons. Dans les mines, les manufactures d'armes, les soieries, les forges. Bref, ça s'agitait dur au club.
Les idées fusaient de plus belle, et celle qui revenait de plus en plus avait un nom. Fédéralisme. Si le pays ne pouvait plus nous défendre, autant le faire nous-mêmes, en nous débarrassant des bourgeois et des congrégations au passage, vu qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Dieu et l'argent n'avaient que faire des pauvres bougres. De fédéralisme, on passa vite à un autre nom, la Commune. C'est comme ça qu'ils ont appelé le nouveau journal du club de la rue de la Vierge. La Commune. Nous, bien sûr, on n'écrivait pas dedans, on bossait à l'impression et à la livraison. On le lisait aussi, bien sûr, et on retenait les phrases les plus fortes que l'on répétait à l'envi, à qui voulait bien nous écouter. La Commune, c'est notre titre, et nous en sommes fiers. La Commune, c'est la pyramide sociale remise sur sa base, le peuple, c'est-à-dire la totalité des citoyens. C'est comme ça qu'on est arrivé dans une ambiance de crise au mois de février 1871. Suite à la victoire des modérés aux élections, le préfet Bertholon refusa de faire placarder les affiches, annonçant que le titre de citoyen était accordé aux membres des familles royales et impériales. Dans la foulée, il démissionna. Et puis, on arriva en mars, le 19 exactement. Comme pour marquer la fin de cet hiver glacial, une bonne nouvelle parvint, enfin aux informateurs du club de la rue de la Vierge. Les Parisiens étaient entrés en insurrection contre l'Assemblée monarchiste. C'était donc possible. Les esprits commencèrent à s'échauffer. Les tribuns et les éditorialistes s'en donnèrent à cœur joie. Si Saint-Étienne, première ville ouvrière française, n'emboîtait pas le pas aux révolutionnaires de la capitale, c'en était fini des revendications populaires. D'autant plus que 5 jours plus tard, on apprenait que les voisins lyonnais venaient eux aussi de la proclamer, cette fameuse commune. À ma grande satisfaction, cet événement marqua la fin des atermoiements stéphanois. Moi, j'étais prêt, je n'attendais que des ordres précis. Ou un mouvement populaire. C'était un mélange des deux qui se produisit. Le 24 mars, une foule immense, précédée des membres les plus influents des clubs fédéralistes, envahit l'hôtel de ville. Bien sûr, j'en étais, et aux premières loges. Morlaix, le préfet intérimaire, et Boudarel, le maire, sommés de proclamer la commune, refusèrent. Dans la foulée, et sans que je ne puisse rien faire sinon vociférer à l'instar de la foule, la garde nationale intervint et arrêta les 2 édiles. Heureusement pour eux, probablement. Les petites mains dont je faisais partie furent priées de sortir. À l'extérieur, la tension était à son comble, les échauffourées nombreuses. Je fis partie de ceux, nombreux, qui restèrent sur place. En pleine nuit, lorsque je vis le drapeau rouge hissé au fronton de la mairie, ce fut une drôle de sensation qui s'empara de moi. La satisfaction, bien sûr. Le monde dont je m'étais donné pour mission de porter la couleur venait peut-être enfin de triompher. Mais de la déception aussi. La déception de ne pas avoir vraiment pu en découdre avec cet autre monde. Celui que j'exécrais. Celui de l'argent et de ses suppôts. Celui de tous les capitaines Gosserand. Le lendemain passa comme un lendemain de trop de mauvais vin. Je dois reconnaître que les discussions au club étaient devenues trop compliquées pour moi. Trop stratégiques. Et puis, on avait gagné, non ? Ne devais-je pas plutôt retourner à la Ricamarie, faire mes livraisons et toucher mon mois, sans trop m'en faire ? Tout irait mieux maintenant, forcément. J'en étais là de mes réflexions lorsqu'une phrase, une seule, suffit à me faire dresser l'oreille. Avais-je bien compris ? C'est tremblant de tout mon corps que je saisis le bras de mon voisin, un maître de forge du mieux qui se trouvait là. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qui donc ? Rondet, qu'est-ce qu'il vient de dire ? Que de l'Espé avait organisé la fusillade d'Aubin. Je crois que des mineurs y ont été. Je sais ce qui s'est passé à Aubin. Mais ce de l'Espé, c'est qui ? Ah, tu ne sais pas ? Le nouveau préfet, il est arrivé cette nuit. Et j'aime autant te dire que... Je saluai le maître de forge d'un signe et quittai la salle en titubant. C'était un signe. Ce préfet, le destin me le servait sur un plateau. Jamais je ne pourrais venger les morts de la tranchée du brûlé. Mais ceux d'Aubin, je me devais de le faire. Et si Rondet le disait, c'était vrai. Un vrai militant, celui-là. L'affaire du brûlé, il en était. Il avait même été condamné à 7 mois de prison dans la foulée de la fusillade. Les événements jouèrent pour moi. Alors que la situation aurait pu s'apaiser, de l'Espé fit preuve d'une maladresse étonnante. Il fit apposer cette affiche dès son arrivée. « Arrivé cette nuit dans les murs de votre chef-lieu, j'ai trouvé des factieux tentant de consommer un attentat contre l'ordre et les lois de la République. Puissamment secondé par l'autorité militaire, j'ai pu convoquer la garde nationale de Saint-Étienne. La seule apparition de quelques bataillons, accourus avec un empressement dont je les remercie, a déterminé la complète retraite des séditieux. Il n'en fallut pas plus pour déclencher à nouveau l'ire de la foule et des cubistes. La garde nationale prit à nouveau la mairie d'assaut. Le préfet fut arrêté, ainsi que le substitut du procureur qui se trouvait là.
La place de l'hôtel de ville avait l'émeute au bord des lèvres. Plusieurs coups de feu partirent. Lyonnais, un garde national tomba. La foule accusa un homme qui fut quasiment lynché sur le champ. Profitant du chaos, je pénétrai à mon tour dans la mairie. Le reste se passa comme si tout avait été écrit pour me simplifier la tâche. Il était près de 22 heures, il y avait du monde partout, debout ou assis sur les marches de l'escalier majestueux. Certains attendaient qu'il se passe quelque chose. D'autres gueulaient, s'engueulaient entre eux même. Ça causait en français et en patois, il était impossible de comprendre quoi que ce soit. Mais comprendre n'était pas mon souci. Je demandai à un jeune gars où était le préfet. Là, juste devant, dans cette pièce gardée par le serrurier Bonin. Si tu veux voir cette ordure, t'as qu'à jouer des coudes. Je ne me fis pas prier. En même temps que j'avançais, je sentis que tout le monde voulait en faire autant, comme si j'avais donné le signal de la curée. Pris dans la marée humaine, je fus propulsé vers le centre névralgique. Comme par enchantement, Bonin ouvrit la porte et se précipita à l'intérieur, aussitôt suivi par la foule. Là, j'aperçus les gardes nationaux chargés des prisonniers. J'en reconnus 2, Fillon et Victoire. Ils tentaient de contenir la foule, menaçant de faire usage de leurs armes. Je serrai la mienne, un revolver que mon père m'avait donné, au cas où, avec tous ces forcenés en ce moment. Soudain, ça se mit à pousser encore plus fort. Entre Fillon et Victoire, je voyais maintenant nettement le préfet. C'était le moment.